venue. Et c'était, bon, c'était la station venait d'ouvrir, mais on trouvait que c'était neuf, que c'était nouveau. On apprenait sur le ton. Ça n'existait pas, la télévision comme telle. C'est que tout le monde y mettait la main. C'est ça qui est extraordinaire. C'est de voir la compétence, la complicité, la camaraderie qui existe dans cette boîte-là. Télémétropole, le Canal 10, parlaient le même langage que la personne à la maison. C'était quelque chose que j'avais jamais vu. Il y avait une effervescence incroyable. Tout le monde était positif, puis bon, on s'amusait, on était là pour s'amuser. La passion également, chacun fait son bout de boulot avec passion. Le mot est usé, le mot est vieux, une famille, et ça l'était. C'était vraiment une grosse famille. Tout le monde s'aimait, tout le monde était frères et sœurs. C'était la télévision du monde. On était des pionniers. On inventait à mesure. TVA à 40. Les années 60. 63, 64, j'ai fait une émission qui, à l'époque, faisait un petit peu scandale, qui s'appelait Jeux d'hommes. On était un petit peu osé dans nos images. C'était une des premières émissions de Télémétropole à l'époque qui est allée chercher 1 million de téléspectateurs. Ça m'a marqué. À l'époque, quand on passait un film, on enlevait des petits bouts de film un petit peu osés, on les mettait de côté, on passait ces petits bouts-là et tout le monde parlait de ça, même les curés. Et ça a été ma première rencontre avec le cardinal Léger, qui est devenu un vieux chum après. Vous exagérez un peu, jeune homme. Vous exagérez un peu. La télévision, c'est un divertissement. C'est pas un objet de scandale. C'est Robert Verbier qui nous a téléphoné pour me dire venez-vous-en à TVA. Et alors, on a proposé à ce moment-là une émission de jeux de société. Alors, moi, ça me tentait de faire un concours qui ne faisait pas appel à l'instruction, mais qui faisait appel à l'habilité, puis qui c'était une espèce de party. Et ça marchait très fort. C'était Adam ou Ève, et c'était des jeux de société. Vous êtes pendant 15 secondes au son du temps que vous commencerez. Le disco-ball, allez-y! Allez-y! Vous n'avez pas beaucoup de choses, mademoiselle! Ça va pas rire, ça! Quand l'émission Toast et Café a commencé, c'était très léger. C'était une émission du matin et c'était... Je pense, comme on le disait, le premier morning show de la télévision. Le matin de l'émission arrive et il y avait Rod Tremblay qui était au piano et Fernand devait chanter une chanson. Bon, une chanson, ça dure 3 minutes, hein? Alors, on dit bonjour au monde, c'est une nouvelle émission, Toast et Café, on est heureux d'être avec vous. Alors, il fait beau ce matin, c'est formidable, belle journée d'automne, blablabla. Et dans les nouvelles, on a ci, on a ci, on a ça. Et là, on n'a plus rien à dire. Et là, on est devant le monde, puis on est devant la caméra, puis là, on se dit, ben là, Fernand, j'ai entendu une petite chanson. On avait comme 8 minutes de fête. Il nous en restait encore comme 52. Fernand, il dit, ben là, non, je n'ai pas préparé un autre. Quand j'ai commencé ici, c'était la fin des années 60 et c'était une période absolument faste côté information. Rappelez-vous, c'était l'époque des manifestations très, très, très violentes. Il y avait le FLQ qui se manifestait de plus en plus, avec, en réaction, bien sûr, la réplique des forces de l'ordre qui faisait en sorte qu'à un moment donné, même Télémétropole nous avait équipés, nous, les reporters, de casques anti-émeutes, parce qu'on était appelés à subir les mêmes contre-coups que les forces de l'ordre. C'était pas toujours Jojo, hein. La première fois que j'ai fait de la télévision, moi, c'était les nouvelles. J'étais lecteur de nouvelles. J'ai déjà été un grand jeune homme sérieux. L'atmosphère voulait qu'on joue des tours aux gars de nouvelles. Et il n'y avait pas de téléprompteur à l'époque. Puisqu'il n'y avait pas de téléprompteur, ce qu'on faisait, c'est que s'il y avait une nouvelle de dernière heure, on venait te la passer sur le bureau pendant que tu étais à l'écran. On te passait la nouvelle de dernière heure et tu la lisais comme ça pour à première vue. Alors, il te faisait dire des énormités incroyables. Moi, il m'avait fait parler d'un gars qui avait eu un accident et qu'on avait retrouvé son corps dans un fossé. Et le gars s'appelait M. Patate. Alors, on a retrouvé le corps de Patate. Imagine-toi, quand tu as ça dans un texte, il est évident, et tu es en direct à la télévision, tu peux pas rien faire d'autre. Je me suis mordu l'intérieur des joues au sang pour ne arrêter de... Les épaules me sautaient. Et les gars derrière les caméras, ça pleurait, évidemment. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Les émeutes nous, les artistes à l'époque, qu'on créait, c'était toute une frénésie. Laisse-moi dire qu'on n'oublie pas ça. Ce qui se passait, c'est que c'était la folie en studio. Puis pour sortir de Télémétropole, bien moi, j'ai vu me coucher dans le fond d'un char, mettre un drap noir sur moi, puis sortir par le garage en arrière
qu'il y avait autant de filles en arrière qu'en avant. Sortir comme si t'étais ah ouais, couche-toi à terre, puis bouge pas, on te sort. C'était la folie dans le temps. Faisait semblant ou qui était complètement paf, tu sais, qui est venu s'asseoir sur son fauteuil devant la table, puis qui disait « Tabernacle, tabernacle ». Tabarnak? Non, il faut pas dire ça. Non, non, mais écoutez, là, vous êtes pas venu... merde. Vous n'êtes pas venu de Paris juste pour dire ça. Tout ce qu'il disait tabernacle. Alors, je dis, M. Gainsbourg n'est quand même pas traversé l'Atlantique juste pour me dire ça, tabernacle. Et non, et non. Et il voulait vraiment rien dire, mais je connaissais Gainsbourg et je savais qu'il était capable de faire de belles choses. Et on m'a permis, après la pause publicitaire, de continuer l'entrevue. Et là, je suis allé chercher avec des choses très simples, comme sa famille, sa fille. J'aime bien Charlotte qui, pour faire plaisir à son papa, se met au piano classique, fait les beaux-arts, et puis elle éclate au cinéma, elle sera Bardot. Il y a des gens qui se présentaient avec une carapace, puis il y en a d'autres qui se présentaient grand ouvert, mais toutes ces personnes-là avaient quelque chose à dire, et ces personnes-là m'ont appris des choses. Un jour, quand mon mari et moi, on plaçait toujours la pomme, qui était la pomme d'amour, qui était la pomme qui contenait tous les prix. Puis un jour, mon mari l'a placée. Et il a oublié où est-ce qu'il l'avait mise. Puis à la fin de l'émission, en direct, on la trouvait plus. Alors, je pense que c'est en dernier ressort qui s'en est souvenu. En tout cas, on est tous morts. Les émissions en direct, on sortait de là en lavette, mort d'avoir pas dit les bonnes affaires. Qu'est-ce que j'ai dit là? Oh, mon Dieu, ça a duré 7 ans, il paraît. Si vous me demandiez combien ça a duré de temps, je dirais peut-être 1 an, mais non, ça a duré 7 ans. Bien, l'entrevue la plus marquante que j'aurais faite, je pense que ça aurait été avec Marie Laforêt. Elle dit, ah, je suis très énervée. On est 7 heures le matin, même pas 6h30. Elle dit, ah, je suis très énervée. Ça me prend une bière. Nous autres, une bière le matin. On a dit, on n'a pas ça, là. Attendez une petite minute, on va aller au coin, on va aller chercher une. On s'en va à l'épicerie, chercher une bière. Ah, ça me fait du bien. Ah bon, nous autres, le matin, un café, hein, tu sais, je veux dire, une bière. Ça m'avait marqué, j'avais trouvé ça assez drôle. La visite du pape Jean-Paul II au Québec, pour moi, ça a été un événement extrêmement marquant. D'abord, on était en ondes pendant 42 heures pour diffuser là, sur une période de 12 jours tous les déplacements du pape et au Québec et dans l'ensemble du Canada. On avait travaillé à ce moment-là, on avait mis des moyens que j'ai jamais vus avant ni après à Télémétropole ou à TVA. On avait une équipe de recherchistes extraordinairement formés et informés. Tous les aspects étaient couverts. Ça a été une couverture du point de vue technique absolument parfaite. En tout cas, on avait été encensés d'un bout à l'autre de cette couverture-là. Alors, tu sais, ça, ce sont des moments qu'on n'oublie pas. La piscine d'étonnant, ça a été une idée, je pense, à l'origine de Roger Giguère. On avait commencé une émission au mois de septembre et ça n'avait vraiment pas de code d'écoute. Et en meeting, on pense à la piscine, on pense au tremplin. Puis là, le boss nous a dit, écoutez, trouvez-nous d'autres idées, là, on va continuer vos meetings. Et à un moment donné, on a dit, faut aller le voir, faut demander au boss, puis c'est la piscine qu'il nous faut. Alors, on s'en va au bureau de M. L'Herbier, on frappe, on ouvre la porte. Il dit, dehors, je veux même pas entendre parler de votre piscine. Forcez-vous les méninges, trouvez-moi d'autres choses. On part là-dessus, puis on s'en va travailler encore. Puis on essaie de trouver quelque chose. On se dit, ça se peut pas. C'est la piscine qu'il nous faut. On s'est mis à genoux devant sa porte. On a frappé, on a ouvert la porte. Là, il nous a vus tous les deux à genoux. Il est parti à rire. Là, il nous a regardés et il a dit, écoutez-moi bien, vous la voulez, votre piscine? Faites-la, votre piscine. Et si j'ai un reproche, je vous dehors. On a dit, OK, boss, on a compris. On a fait la piscine. Et ça a été un succès monstre. Ça a été jusqu'à 2 500 000 de code d'écoute. Ça a été un succès incroyable. Allô? C'est Réal Giguère. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui. Réal Giguère était vraiment le monument des débuts de Télémétropole. C'était notre père spirituel à tous, notre inspiration à tous. C'est Télémétropole, c'est le Canal 10. Il avait beaucoup de talent d'intervieweur. Tout le monde connaît Réal Giguère comme un homme érudit, comme un homme bien cultivé. La bâtisse dans laquelle on est ici, là, cette section-là, c'était autrefois tout Télémétropole. Et
Je pense que c'est Réal Giguère qui l'a construit. Renée Martel, quelle fille talentueuse. C'est une femme qui a beaucoup de charisme. C'est une femme adorable. Splendide fille blonde. C'est une femme de très, très grand talent que je connais par ses succès sur disque. Je la trouvais très, 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 très belle, très, très, très douce, avec une très jolie voix. Elle a trouvé beaucoup de sérénité avec l'âge. Voilà qui est merveilleux. Renée, c'est une femme qui est très sensible. Disons que c'est une artiste qui a connu un énorme succès qu'elle méritait, j'en suis convaincu. C'est une femme à connaître. Ceux qui ne la connaissent pas, ils n'ont rien intérêt à la connaître. Je voudrais faire du cinéma. Willy Lamotte, ça a été d'abord pour moi. Je chante à cheval, m'accordant sur ma guitare. Un bonhomme qui se promenait à cheval avec un palot mignon. C'est peut-être lui qui m'a donné le goût du western. Avant lui, j'aimais moins ça. On avait du fun. Il y avait toujours quelque chose à nous raconter, tout de suite à la faire et tout ça. Il était très chaleureux. Alors donc, c'est comme si on l'avait toujours connu. Lui, on parlait avec lui, c'est comme si ça faisait 30 ans qu'on se connaissait. Willy Lamotte, c'était la chanson western québécoise, la chanson western montréalaise, et c'est un être extrêmement attachant. Il jouait pas au chanteur. Il jouait, il vivait ses chansons. Ah, Denis Drouin, quel homme agréable. C'était un comédien extraordinaire, premièrement. Et je dis toujours des belles choses des gens, mais c'est vrai, là. Je me souviens très vite de Denis Drouin comme étant un homme affable, un homme que j'ai jamais vu de mauvaise humeur. Quel grand bonhomme. C'est, je pense, le meilleur faire-valoir qu'il y a eu. Un gars d'une générosité incroyable. Un improvisateur hors marque. C'est, encore une fois, un homme de grand talent. C'était un gars avec un sens de l'humour. Michel Noël et Seigneur, le capitaine Bonhomme. C'est un monsieur qui était exceptionnel. Un homme généreux, un homme dévoué. Quel ad-libeur extraordinaire. C'est un homme que j'ai adoré, que j'aimais, que mes enfants adoraient aussi. Tout le monde se souvient du capitaine Bonhomme. Avec un talent extraordinaire, lui aussi. C'était un grand comédien, un bon raconteur, et en plus, c'était un bon chanteur aussi. Je pense qu'il n'y a personne qui n'a pas aimé Michel Noël. Tiblan Richard, ça, c'était la musique du monde, la musique, je dirais pas folklore, mais la musique terre à terre. C'est un homme qui a marqué son époque à sa façon, dans un style de musique qui était le sien et qui devait rejoindre plein de monde, puisqu'il était extrêmement populaire. Il a vendu plein de disques. Télémétropole a été parmi les premières télévisions à mettre en ondes des émissions où on faisait entendre cette musique-là. Je reconnais à Tiblan Richard le talent qu'il avait, sûrement, comme je vous dis, pour avoir remporté le succès qu'il a remporté. Il fallait qu'il ait quelque chose. Hein. Tiblan, pour moi, c'est dans ma mémoire un grand homme. Tex Lecor, c'est un artiste dans l'âme. C'est un bohème, mais quel talent. Il y a eu une émission sous mon toit où j'ai retrouvé Tex Lecor qui ouvrait la porte à plein de nouveaux talents. Sa bonhomie, sa façon d'être drôle. C'est un gars qui a des émotions en fleur de peau. Mais je me souviens surtout de lui comme peintre. Les gens ne savent pas à quel point Tex Lecor est reconnu comme un peintre mondialement maintenant. Il fait encore des peintures extraordinaires. Savez-vous combien il va une peinture, Tex Lecor? Plus besoin de la télévision, lui. À Métro Matin, qui était l'ancêtre de Salut Bonjour, qui se faisait dans un petit coin à café, c'était même pas un studio. Je faisais des publicités en direct. Et il y avait Lucien Jutras-Rembourreur, et dont je faisais la publicité. Alors j'étais là, je faisais la publicité, je faisais un petit dessin, parce que je dessinais, je faisais un petit fauteuil avec un spring qui sortait, puis une madame qui sautait, et je chantais la chanson « Tu le vois bien, Lucien, mon fauteuil est malade, c'est pas de la malade, je pense qu'il est fini. Si tu voulais, Lucien, mettre la main dessus, je suis certain, Lucien, il ferait plus mal. Oh! » Et là, tout le monde riait. C'était le commercial Lucien Jutras que je faisais comme ça. Nous avons fait beaucoup de publicité en direct et je me souviens de notre premier commanditaire à Toast et Café. C'était Jutras, le rembourreur. Alors, on chantait « On réparera vos sofas chez Jutras ». On finissait toujours comme ça. Déjà, j'étais dans la décoration, sans le savoir. Sur comment, pourquoi, je pense, oui.
C'était une agence qui faisait les commerciaux de fromage en direct. Et puis c'est à l'époque où ils ont inventé les tranches, les singles, tu sais. Et puis, les tranches collaient avec les lumières. On mettait de la poudre Johnson pour les faire décoller. Et après, tous les techniciens, se vautraient dans le fromage. On leur a jamais dit. J'avais été élu Monsieur Télévision avec Margot Lefebvre en 65. Mais là, on était en noir et blanc, là. Je pense que la couleur est arrivée 2 ans après. Puis, sais-tu, on est bien plus beau en couleur. Me semble qu'on est plus beau en couleur. C'était en 1979. En fait, c'était à mes débuts comme présentateur des informations. Et c'était le décès du Shah d'Iran. Il était décédé du cancer. Et puis, j'avais lancé la nouvelle en parlant du déchet du Shah. Alors, un lapsus, disons qu'il m'a suivi pendant un bon bout de temps. Il y avait des camarades techniciens qui étaient là pour me le rappeler. Te souviens-tu? Le déchet du Shah. Mais là, c'est pas le temps de bouffer de rire. Puis, tu te reprends tant bien que mal, mais tu vois tout le monde plié en quatre derrière les caméras. Mais toi, il faut que tu gardes ton sérieux, ton calme et ta concentration. T'sais. Ça a été un des classiques. Le déchet du Shah. C'était bon, ça, Jacques. Moi, j'aurai l'immense plaisir de partager avec eux, et ce pendant 6 semaines, la barre de Jet Set.